Qui veut gagner des millions, version anglaise? Je pense que c'est Aristote Onassis. Je suis assez sûr, c'est Aristote Onassis. Sûr, il peut l'être. C'est la bonne réponse. Dans cet extrait, une toux dans le public a été amplifiée. Un complice tousse à chaque fois que le candidat prononce la bonne proposition. Les questions défilent et la toux va le mener à la victoire. Je vais jouer Google. Vous venez de gagner 1 million. Mais il n'aura pas vraiment le temps de découvrir la vie de millionnaire. Dès le lendemain, la tricherie est découverte. Bonsoir. Et vous alors, auriez-vous osé tricher devant les caméras et surtout devant des millions de téléspectateurs par appât du gain? Plus généralement, avez-vous déjà enfreint une règle pour obtenir un avantage? Une chose est sûre, la tentation peut parfois être très forte. Ce soir, nous allons tenter de comprendre si nous sommes tous potentiellement des tricheurs. On va également voir les raisons qui nous amènent à la triche. Est-ce que c'est une question de personnalité ou de milieu qui nous pousse à tricher? Bref, nous vous emmenons dans la tête d'un tricheur. Installez-vous, départ imminent. Au sommaire de cette émission, plusieurs expériences avec des volontaires qui, pour l'occasion, nous avouent quelques moments de triche. Ça doit faire 54 ans que je prends le bus sans payer. Nous avons également testé les plus petits. On verra si tricher est vraiment un jeu d'enfant. Vous entendrez aussi le témoignage de Jean-Pierre Carrera qui, adolescent, a triché. 50 ans plus tard, il revient sur son méfait. Pour moi, aller piquer une épreuve dans la serviette d'un maître, c'est un gag. C'est pas ça la tricherie. Toujours dans cette émission, vous verrez que certains milieux favorisent la tricherie. François Rouge est un ancien banquier. Si la tricherie, nous la réduisons à commettre un acte illégal, alors j'ai commis un acte illégal et j'ai donc été un tricheur en France. Le sport est aussi un grand terrain de triche. On pense tout de suite au dopage, mais il y a d'autres manières de tricher. Et vous constaterez qu'il y en a de surprenantes. Mais pour commencer, vous allez enfin savoir ce qu'il se passe dans la tête d'un tricheur. Je suis un jeune psychologue, un chercheur en psychologie sociale. J'aime mon travail, j'aime être avec les étudiants, enseigner et surtout faire des recherches. Je veux faire partie des meilleurs chercheurs du monde. Je commence à avoir du succès. Quelquefois, ça devient plus dur. Donc, je commence à avoir moins de succès. Certaines recherches marchent moins bien. Je commence à être frustré parce que j'ai l'habitude du succès. Je ne veux pas perdre. Je veux faire partie des gens qui gagnent. Je veux avoir raison. Je deviens impatient, je suis fâché contre moi-même parce que comment ça se fait que ça ne marche plus? Et je change les données. En changeant les chiffres, un 4 devient un 6, un 3 devient un 5, un 7 devient un 9, et c'est comme ça que mes prédictions deviennent vraies. Et maintenant, je me dis que c'est facile. C'est vraiment facile. Je devrais le refaire. Bien sûr, ce n'est pas le lendemain, c'est peut-être une année après, quelques mois plus tard. Et ensuite, je deviens accro à cette facilité de démontrer que j'ai raison. Et l'étape d'après, c'est de ne même pas faire la recherche, mais juste inventer les données. Je fais ça souvent la nuit, à 3 heures du matin. À chaque fois que je fais ça, c'est terrible. Je me sens sale. Je me dégoûte parce que je fais quelque chose de mal. Je ne suis pas censé faire ça, ça n'a rien à voir avec de la science. C'est juste de l'imagination, de l'illusion. Chaque fois que je fais ça, je le fais seul, rapidement. Je sais que c'est pas bien et le lendemain matin, j'espère que ce sera la dernière fois.
Je me dis que je ne le referai plus jamais. J'ai de nouveau du succès, les gens aiment mon travail, ils aiment ma manière d'écrire, mes thèmes de recherche. Je publie beaucoup, je gagne des prix pour mes recherches, mais je me sens aussi très vide, parce que je sais qu'une partie de tout ça est faux. Je me hais, je me sens de plus en plus seul, de plus en plus stressé. Et quand je pense à ce que je fais, je me dis non, non, non. Et je me remets à travailler encore plus pour éviter de me sentir coupable et éviter ce dilemme éthique. Je me dis, Diederik, arrête, parle, va vers quelqu'un, ça n'a aucun sens. Mais je ne le fais pas, parce que j'aime ça aussi. J'aime ça, et je sais que c'est mal, et je n'aime pas ça. Mais je continue à conduire ma voiture de plus en plus vite, sans pouvoir m'arrêter. Fabrizio Butera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de psychologie sociale à l'Université de Lausanne. Avec vos collaborateurs, vous avez mené différents travaux sur la tricherie. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, celle de base, c'est pourquoi triche-t-on ? Quels sont les moteurs de la triche ? Alors il y a 4 grandes catégories de moteurs, de motivation. On triche d'autant plus qu'il y a des pressions externes, qu'on est soumis à beaucoup de pression pour performer. Par exemple, on veut être meilleur que ses camarades de classe, on veut être l'employé du mois. Eh bien, cette pression de la compétitivité porte parfois à tricher. On triche aussi quand on fait les choses pour des raisons qui ne viennent pas de l'intérieur. Par exemple, quand on étudie pour faire plaisir aux professeurs, aux parents. Il y a aussi le fait de ne pas se sentir très sûr de ses compétences. Moins on pense qu'on sera efficace, qu'on pourra réussir un test, qu'on pourra mener à bien un travail, plus il est probable qu'on triche. Et puis finalement, parfois on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de contrôle. Peut-être il y a peu de surveillance, le professeur n'est pas en train de regarder, ou la police n'est pas là. Mais il n'y a pas seulement le contrôle externe, il y a aussi le contrôle interne. Si on se dit que finalement, c'est pas très grave ce qu'on est en train de faire, et puis qu'on est en paix avec soi-même, eh bien la probabilité de tricher sera plus grande. Est-ce qu'on pourrait dire que potentiellement tout le monde pourrait tricher, on est tous des tricheurs ? Potentiellement, on est tous des tricheurs parce que les facteurs qui poussent à la triche, c'est des facteurs externes. C'est la pression évaluative, c'est le besoin d'avoir du pouvoir, c'est l'appât du gain. Et donc, potentiellement, tout le monde peut se retrouver dans un contexte dans lequel ces pressions sont présentes et donc, il y a une motivation à tricher. Le message est clair, nous sommes tous des tricheurs potentiels, pas d'exception à la règle. De toute évidence, le contexte nous influence énormément et ce n'est pas forcément une question de tempérament. Qu'en est-il alors des enfants ? Sont-ils conditionnés par le milieu où ils évoluent et par la situation qu'ils vivent ? Trichent-ils tous sans retenue ou au contraire sont-ils capables de faire preuve d'honnêteté là où la situation les pousserait à tricher ? Petite expérience à la fois ludique et instructive. Apprendre à respecter les règles, ça se construit tout au long de l'enfance. Et ce n'est pas simple. Alors à quel âge les enfants commencent-ils à tricher ? Les premiers moments où on voit l'enfant tricher, si on peut appeler ça de la triche, c'est à partir de 3 ans. De 3 à 5 ans, il y a même une augmentation de la triche. Les enfants vont de plus en plus se mettre à tricher. C'est tout à fait normal dans le développement. C'est qu'ils n'ont pas encore acquis les règles morales et ils n'ont pas acquis encore de contrôle de leur contrôle exécutif, c'est-à-dire d'autorégulation d'eux-mêmes.
Bonjour. Denis, salut Denis. Ce n'est que vers l'âge de 5-6 ans que les enfants commencent à intégrer les valeurs morales et du coup ont conscience de tricher. Venez seulement. Alors, qu'est-ce qui pousse un enfant arrivé à ce stade du développement à tricher malgré tout ? Pour répondre à cette question, nous avons fait venir une dizaine d'enfants âgés de 6 à 8 ans. Dans un studio aménagé en salle de jeu, nous allons les observer derrière une vitre sans teint. Il y a 4 cartes. Il y en a 3 blanches et une avec une pomme. Le but du jeu, c'est que tu me dises où est la pomme une fois que j'aurai mélangé les cartes. D'accord ? D'accord. C'est parti, je les mélange. Pour augmenter la pression, nous leur promettons un beau cadeau s'ils réussissent à trouver la Je pomme. continue à mélanger sur la table. À ce moment-là, Luigi est interrompu par une assistante. Excuse-moi, Luigi, t'as un appel, tu peux venir 2 secondes ? D'accord. Alors je les mets là et quand je reviens, tu vas me dire où est la pomme, d'accord ? Je reviens tout de suite. L'enfant va rester seul face aux cartes. Le champ est donc libre pour tricher. Et voilà. Parfois, on a de la chance et la première est la bonne. D'autres fois, on doit en soulever un peu plus. La plupart du temps, on voit que les enfants ils vont véritablement regarder, c'est tout à fait normal. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites avec ce genre d'études et c'est entre 80 et 90% des enfants qui vont directement regarder chaque carte pour trouver la bonne réponse. Nous avons donc voulu savoir si la tentation de tricher pouvait être réduite. Nous procédons au même exercice, mais cette fois Luigi va préciser qu'il ne faut pas tricher. Alors, bon, Adrien, regarde, je laisse les cartes comme ça. Tu me diras tout à l'heure où est la pomme, d'accord ? Dès que je reviens. Tu triches pas, hein ? Tu me promets que tu triches pas ? Ouais. Dis-le. Je promets que je triche pas. Ok, à tout de suite. Là, vraiment, on l'engage personnellement, en fait. C'est vraiment, il est engagé dans la situation. C'est presque comme s'il mettait sa réputation en jeu dans ce cas-là. Et donc, effectivement, là, il va encore plus se sentir sous pression. Et c'est pas une pression externe, mais c'est une pression interne qu'il va avoir. Et donc, ça va être le meilleur moyen, enfin, de réduire cette envie de tricher. Alors, on en était resté que tu devais me dire où est la pomme, d'après toi. D'après toi, La promesse a fait son effet. Aucun des enfants n'a triché. Mais certains y avaient quand même pensé. Ah non ! T'as eu envie de regarder pendant que j'étais pas là ? Ah non ? Pourtant, c'était tentant. Mais après, ce serait de la triche. Je n'ai pas envie de tricher. Non ? Non. Du tout ? Ouais. Tu m'avais promis de pas le faire, donc tu l'as pas fait ? Non, je l'ai pas fait. Mais c'était un peu tentant quand même, pendant que tu étais toute seule dans la pièce. J'ai un petit peu, mais je me suis dit non, parce que sinon, c'est pas drôle. Et c'est pas bien. Viens avec moi. On était à 80-90% d'enfants qui vont tricher, on va tomber à 40% des enfants. Donc il y a toujours des enfants qui trichent parce que c'est extrêmement difficile à réprimer, mais ça fait une chute considérable dans leur triche. On va jouer ensemble et je me réjouis de jouer avec toi parce qu'on m'a dit que tu étais une fille très intelligente, que tu étais très très forte. Ici, on cherche à savoir combien le contexte influence la tricherie. Luigi va augmenter la pression en lui disant qu'il est intelligent. Il force l'enfant à réussir. Mais tu triches pas, hein ? Non. Dans ce cas-là, et là c'est une étude qui a été menée à très large échelle, et on montre qu'il y a une augmentation de la triche qui va aller jusqu'à 60%. Donc on était vers 40% d'enfants, on monte à 60% d'enfants en leur mettant la pression sur la réussite. Chez nos petits joueurs, malgré une pression bien visible, aucun n'a craqué.
D'après toi, c'est celle-là? Oh non. C'était pas celle-là. Elle. Celle-ci? Oui. T'as gagné! Pour résumer, 80 à 90% des enfants trichent si la situation le permet et surtout s'ils sont appâtés par un cadeau. S'ils promettent de ne pas tricher, ce pourcentage se réduit à 40%. Par contre, si on leur met la pression en leur disant qu'ils sont intelligents, l'effet de la promesse s'estompe. Ils seront plus de 60% à tricher. On voit donc que la manière d'encourager l'enfant peut en réalité favoriser la tricherie. En valorisant juste la performance, on a tendance à potentiellement faire que cet enfant il va choisir de tricher parce qu'il voit que ses parents mettent l'accent sur le fait qu'il faut réussir et pas juste faire le mieux qu'on peut. Plus généralement, au niveau quotidien, on a vu que construire une bonne estime de son enfant, c'est très important et que ça réduit aussi sa propension à la triche. Fabrizio Butera, alors on vient de voir que la triche, ça commence assez tôt. J'imagine qu'à l'adolescence, ça ne s'arrête pas. Non, ça ne s'arrête pas. Mais ça prend peut-être une signification un peu différente. À l'adolescence, il y a souvent des formes de triche qui sont vécues par les adolescents eux-mêmes comme une forme de révolte. Bien sûr, tricher, c'est aller contre des normes, contre des règles, contre des lois. Mais parfois, dans les groupes d'adolescents, ces normes et ces lois sont vues comme des normes avec lesquelles il faut se détacher. Et donc, le fait de tricher devient presque une nouvelle norme qui est interne au groupe. Et chez les adolescents, tricher, c'est parfois, même pas pour obtenir un bénéfice, parfois on voit apparaître la triche tout simplement pour montrer qu'on n'est pas comme les adultes, qu'on n'est pas comme l'école, qu'on n'est pas comme le reste de la société. C'est un moyen pour les adolescents d'affirmer leur propre identité. Le collège Calvin à Genève. Au printemps 1966, une grosse affaire de tricherie, de mascogne comme on dit ici, ébranle cette institution aux allures sévères. Un casse organisé par des élèves pour dérober des examens. La sanction est lourde. L'expulsion du collège et de tout l'enseignement genevois. 50 ans plus tard, nous avons retrouvé un des acteurs du vol. Voilà le lieu de l'infraction. Alors nous avions pu nous procurer des doubles de clés d'entrée de ce bâtiment, qui était un pass qui permettait d'accéder à toutes les salles. Et de la sorte, on a pu pénétrer dans les locaux, essayer de fouiller les serviettes des professeurs, pendant que deux de nos amis perchés là-haut sur la demi-lune, avec des walkie-talkies, surveillaient les lieux pour s'assurer qu'aucune présence policière ne viendrait perturber notre travail. Vous l'auriez fait tout seul? Non. C'était vraiment quelque chose qui se fait en groupe. Il faut qu'il y ait une solidarité, il faut qu'il y ait une espèce de stimulant. On était des garçons plutôt turbulents, assez indisciplinés, qui se faisaient surtout remarquer par des mauvais comportements, même si on était plutôt de bons élèves en termes de résultats scolaires. De bons élèves, oui, mais qui n'hésitent pas à tricher si l'occasion se présente. C'est pas par hasard que les choses se sont passées au sein de ce groupe, parce qu'on avait une certaine philosophie commune pour ne pas hésiter à braver certains interdits. Et puis de transgresser dans un lieu où on a une discipline imposée, où on a précisément, c'est l'endroit où on est le plus brimé, entre guillemets. Donc c'est celui où on a le plus envie de transgresser la règle. À l'époque, on n'avait pas du tout conscience de risque, on était plutôt inconscient. C'est une impulsion. On a trouvé que cette idée était magnifique, qu'il fallait le plus vite possible la mettre en pratique. Et puis, ça n'a pas été plus loin. Et pas de réflexion, pas d'analyse. C'était juste
un bon coup à organiser. Mais le groupe est dénoncé. Une enquête est menée pendant plus de 2 mois jusqu'à ce que les collégiens avouent et que la sanction tombe. Jean-Pierre et ses complices sont exclus de tout l'enseignement genevois. À la maison, on tombe de haut. Mes parents étaient des gens profondément catholiques, avec des valeurs morales élevées. Donc, ce qui était très très profondément marquant, c'est qu'ils avaient fait de leur fils un tricheur. C'est comme ça qu'ils ont perçu les choses. Et c'était l'échec de l'éducation de leur garçon unique. Voilà. J'étais mal. J'avais fait du mal à des gens que j'aimais beaucoup et que j'admirais. Donc ça, c'était ça ma punition. C'est la seule d'ailleurs. Vous êtes considéré à un moment donné comme un tricheur? Ah, moi jamais. Pour moi, aller piquer une épreuve dans la serviette d'un maître, c'est pas une tricherie, c'est pas un acte justement qui a une valeur sur un plan éthique. C'est un gag. C'est pas ça la tricherie. Après avoir pu finalement passer sa maturité à Lausanne, Jean-Pierre Carrera est devenu avocat, sans que sa tricherie ne lui porte jamais préjudice. Vous en avez eu honte? À aucun moment. Aucun moment. Au contraire. On était presque un peu des héros avec quand on nous avait affublés de mascogneurs à la James Bond, c'était vraiment pour nous un aboutissement. Vous vous sentez encore James Bond aujourd'hui? Non. Je suis retombé sur terre, mais je suis resté relativement indiscipliné quand même dans ma vie de tous les jours. Voilà. Être seul ou plusieurs, est-ce que ça influence le fait de tricher? Oui. Lorsqu'on est en groupe, il y a 2 facteurs très importants qui contribuent à la triche qu'on appelle la triche collective, la triche qu'on fait en groupe. D'abord, il y a ce qu'on appelle la diffusion de la responsabilité. Puisqu'on est à plusieurs, chacun porte sur ses épaules une responsabilité moindre. Mais il y a un élément qui est peut-être encore plus intéressant, c'est qu'en trichant ensemble, on resserre les liens à l'intérieur du groupe. On se sent plus amis, on se sent plus proche. Il y a des questions de loyauté, il y a des questions de secret, il y a aussi le fait qu'on est en train de faire quelque chose de risqué ensemble. Et le résultat, souvent, c'est une augmentation de la cohésion à l'intérieur d'un groupe. Chez l'adolescent, la triche peut s'expliquer d'un point de vue physiologique. Aujourd'hui, on sait que la partie du corps qui met le plus de temps à se développer, c'est le cerveau. Plus spécifiquement, les chercheurs pensent que le cortex préfrontal, la zone qui nous permet notamment de contrôler notre comportement et d'évaluer les conséquences de la triche, ne serait totalement efficiente qu'entre 20 et 25 ans et pas avant. Au-delà de cet âge, par contre, on devrait logiquement être armé pour ne pas tricher. Alors vous imaginez bien qu'on a voulu vérifier à l'aide de quelques volontaires. Voilà, bonjour. Bonjour. Je vous propose de me suivre dans la salle d'à côté. Oui. Venez seulement. Nous avons convié une vingtaine de participants pour les soumettre à un test qui évalue la tendance à tricher. L'exercice est simple. Ils doivent retrouver les paires de chiffres qui, additionnés, font 10 dans une quinzaine de grilles. Vous avez 4 minutes pour en faire un maximum. Le but n'étant pas de savoir qui est le meilleur ou le pire d'entre vous, nous allons réaliser cet exercice dans l'anonymat. On va donc vous demander d'aller déchiqueter vos feuilles de grille dans la déchiqueteuse avant de venir annoncer à Anne-Sophie votre résultat. Chaque grille leur rapporte 5 francs. L'idée est de les mettre sous pression et d'observer à quel point ils vont être tentés de tricher. Nous nous sommes inspirés d'une étude menée à grande échelle par le chercheur américain Dan Ariely. Dans sa recherche, les résultats sont clairs. 70% des gens trichent. Le stress pousse les gens à tricher. Alors, comment nos candidats ont-ils géré la pression? C'est quand même dur, parce que ça, en 4 minutes, ça passe très très vite.
Et puis il faut réfléchir en même temps. Il n'y aurait pas eu de virgule, à la limite, je m'en serais peut-être sortie, mais là, c'était l'enfer. Et d'entendre les stylos à l'arrière ou autour de moi qui entourent, c'est juste... c'est l'horreur pour moi, quoi. Voilà, les 4 minutes se sont écoulées. Je vous demanderai de poser votre stylo. Chaque candidat apporte sa feuille pour la broyer et va chercher sa récompense. C'est le moment clé de l'expérience, puisque c'est ici que l'on peut tricher en augmentant son score. 14. Nos candidats ont-ils été tentés de tricher, sachant que c'était anonyme et qu'ils pouvaient gagner plus d'argent? Oui, alors honnêtement, le fait qu'il y avait la broyeuse, en fait, je me suis dit que vu qu'on verra peut-être pas mon résultat à la fin, j'étais un peu tenté de tricher. Mais pour le coup, c'est nous qui avons triché. La broyeuse ne broyait que les bords. Donc, nous avons pu comparer les vraies réponses avec le score annoncé. Ça vous a tenté de tricher? Oui. Malheureusement, oui, j'avoue. Je suis pas très douée en chiffres. Donc effectivement, j'ai fortement hésité. Je me suis dit, allez, t'en rajoutes 2 ou 3. Et puis après, il y a quelque chose qui m'a dit non, tu peux pas. Et j'ai pas fait, j'ai dit la vérité. Et elle n'est pas la seule. Dans notre groupe, beaucoup ont été tentés, mais personne ne l'a fait. Nos candidats font donc partie des 30% de personnes qui ne trichent pas. Voilà, le plus important pour moi, c'est l'honnêteté. C'est fondamental pour moi, l'honnêteté, c'est la base de tout. L'honnêteté, c'est primordial. L'honnêteté, c'est la base de la confiance, c'est la base des échanges avec les autres, et puis c'est aussi la base de l'estime de soi. Pourtant, on va voir que l'honnêteté a aussi ses limites. Vous avez déjà triché? Oui. Pourtant, oui. Ah si, j'ai une sœur jumelle. Donc, je connais la triche. Je triche. C'est pas des choses méchantes, mais j'utilise par exemple mon fils pour rentrer à la piscine. Je dis qu'il est un petit peu plus jeune, pour qu'on paye un petit peu moins cher. C'était une épreuve sportive, une course de relais, et j'ai vraiment honteusement triché. J'ai pris un véhicule, grosso modo, pour gagner 1000 places. Et à la fin, je me suis perdu. Et je suis arrivé un quart d'heure après le dernier. Je triche beaucoup d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Vous trichez comment? J'ai 54 ans, ça doit faire 54 ans que je prends le bus sans payer. Fabrizio Butera, même si nos participants étaient particulièrement honnêtes, ils n'ont pas vraiment triché. Ce qu'on sait, c'est que si cette étude est faite à grande échelle, il y a énormément de gens qui trichent. Plus de 70% des gens trichent. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils trichent un peu et pas beaucoup. Comment ça se fait? On triche un tout petit peu parce que lorsqu'on triche, il y a 2 motivations contrastantes. Si on faisait un simple calcul coût-bénéfice, eh bien à partir du moment où il n'y a pas de contrôle possible, parce qu'on va détruire les documents, on devrait tricher au maximum. Mais il y a une autre motivation qui est importante, qui est une motivation plus morale. C'est la motivation à se concevoir comme un individu correct, qui a des valeurs, comme quelqu'un qui ne triche pas, même si on est en train de tricher. Et alors, on réduit l'étendue de la triche. Et comme ça, on réussit la quadrature du cercle, on reçoit les bénéfices qu'on tire de la triche, tout en pouvant se regarder dans la glace, se dire « mais finalement, je suis quelqu'un de bien ». Vous êtes en train de me dire que si on triche un petit peu, notre conscience, elle est tranquille? Notre conscience, elle est tranquille parce qu'une fois qu'on a triché, ou pendant qu'on s'apprête à tricher, on peut mettre en place toute une série, on va dire, d'excuses. Dans notre jargon, on appelle ça du désinvestissement moral. On peut, par exemple, minimiser les conséquences de la triche. On va se dire, mais ce n'est pas très grave. On peut aussi se donner de la bonne conscience en se disant, on triche pour une bonne raison. Par exemple, je suis en train de mentir pour ne pas froisser la susceptibilité de quelqu'un. On peut aussi se comparer aux autres. On peut se dire, d'accord, j'ai triché, mais les autres, ils sont beaucoup plus immoraux, ils trichent beaucoup plus que moi. Donc, on peut se donner tout un ensemble de justifications après avoir triché ou en prévision de la triche qui réduisent notre sentiment de culpabilité. C'est parti! Quand il y a compétition, la victoire s'obtient à tous les prix. Même des actes qui nous paraissent banals cachent en réalité une forme de tricherie.
Dans le football, presque aucun match ne se déroule sans simulation de blessures. Sans parler des mains qui aident un peu le ballon, même si c'est celle de Dieu. Cette coureuse venue de nulle part, aucun commentateur du marathon de Boston de 1980 ne la connaissait. Rosie Ruiz gagne la course avec un temps record à la surprise de tous. Is someone coaching you or advising you? No, I advise myself. Rosie Ruiz, the mystery woman winner. We missed her at all our checkpoints. Et pour cause, on apprendra plus tard que cette coureuse mystérieuse avait pris le métro, dépassant toutes ses concurrentes pour atteindre seule la ligne d'arrivée. La tricherie peut aussi avoir des conséquences dramatiques. Luis Resto, le boxeur en bleu, n'a pas hésité à carrément démolir son adversaire pour gagner. À la fin du combat, on le voit qui résiste à enlever ses gants. Une enquête révélera qu'il les avait renforcés avec du plâtre et du plastique. Ces exemples sont certes spectaculaires, ils restent pour autant anecdotiques. La plus répandue des tricheries dans le sport se veut discrète, c'est la prise de substances dopantes. Le dopage connaît son apogée dans les années 80, où l'on assiste à sa généralisation. 30 ans plus tard, Lance Armstrong et ses 7 incroyables victoires au Tour de France, toutes retirées en 2012 pour dopage. In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. Sa chute a marqué bien au-delà du cyclisme. Depuis, le monde du sport se dit vouloir combattre le dopage, mais il peine à convaincre. Aujourd'hui encore, des sportifs tombent. C'est un processus, c'est un apprentissage, c'est une forme de socialisation. C'est-à-dire les sportifs ne sont pas a priori, y compris ceux qui se dopent, plus tricheurs que d'autres. Pour un jeune sportif de 15 ans, 16 ans, arriver dans un milieu pour lequel on a des jugements extrêmement favorables, c'est un milieu qu'on trouve extraordinaire, accéder à des Jeux Olympiques, à un championnat du monde, faire partie des célébrités. Et si un entraîneur dit écoute, tu prends tel supplément, dans la plupart des cas, les gens ne vont pas vérifier. Et c'est très dur de résister par rapport à ce que ça représente quand on est un sportif de très haut niveau. D'autres le font très consciemment, mais tous prennent le risque de tout perdre. Et tous cherchent à se justifier. D'abord, il y a une espèce de justification morale. Donc on peut dire que moralement, si je ne prends pas de produit, je vais perdre mon travail, je ne vais pas être performant, ou je ne vais pas servir la nation parce que j'attends une médaille. The bronze medal is awarded to Christiana Knappe, the Gideon. Un deuxième type de justification, c'est des comparaisons avantageuses. C'est dire, moi je prends des produits, mais les autres en prennent encore plus. Où on a l'impression d'être moins tricheur que les autres, et donc c'est acceptable. On va aussi déplacer la faute, de dire mais c'est pas de ma faute, c'est lié à l'équipe, c'est lié aux médias, c'est lié à la pression que j'ai dû subir. Donc on a plusieurs types de stratégies vraiment pour faire en sorte qu'on n'ait plus le sentiment d'être un tricheur, puisqu'on a toutes ces argumentations. Quand l'athlète sait qu'il triche, comment peut-il savourer sa victoire imméritée ? Se sent-il coupable ? Quand il se dope, non, il ne se sent pas coupable, la plupart du temps. Parce qu'il y a ces stratégies de désengagement moral. Mais une fois que le sportif a été pris pour dopage, une fois que le cas devient public, et là, c'est tout un monde qui s'effondre. 1998, l'affaire Festina. Richard Virenque est un des premiers à tomber. Il adopte dès le début une position de bouc émissaire. On découvre un dopage de masse, tout le peloton est accusé. Contre toute attente, le public soutient Virenque. On remercie le public qui a été qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous l'année prochaine. Le public est complice dans ce cas-là. Le public soutient Richard Virenque. Et le public a aussi en tête cette idée que le milieu, de toute façon, tout le monde prend des produits. Et donc que la différence entre Virenque et d'autres, elle n'est pas liée aux produits, elle est liée à ses qualités. Mais parce que le public joue aussi ses propres qualités. C'est-à-dire ce qui est mis en scène, c'est aussi les qualités d'une nation, c'est aussi une petite parcelle de soi qui se joue dans la course.
Sébastien Épinay, médaillé à plusieurs championnats du monde en course à pied et ski alpinisme, a aujourd'hui quitté la compétition. Mais il est resté un ardent défenseur d'un sport propre. Enfant, il a été un des espoirs romans de la course à pied. À 12 ans, un épisode va le marquer à vie et initier son combat contre la triche. Je participais à une course, et puis à l'époque, c'est vrai que j'avais la chance de gagner presque toutes les courses. Il y avait 2 boucles. J'étais en tête et puis je me suis retourné et en fait c'était le coach qui a fait passer celui qui me suivait pour couper un virage. Donc ça m'a interpellé. Je l'ai redépassé et à la fin du 2e tour, j'étais nouveau en tête et cet épisode s'est répété. Et ça m'a absolument bloqué, paralysé. J'ai vraiment été traumatisé par cet événement. Un événement qui le rend particulièrement sensible à la triche. Aujourd'hui, il constate que le dopage existe même dans les courses semi-professionnelles et amateurs. Il y a beaucoup d'indices qui vous montrent qu'il y a du dopage. Puis à un moment donné, les gens parlent, les athlètes aussi, ils parlent. Ils ne parlent pas dans les médias, mais ils parlent entre eux. Celui qui a pris la potion magique, il doit le ressentir à l'entraînement. C'est vrai qu'il est différent. Il va finir par pas dire qu'il a la potion magique, mais par lancer des messages. Par exemple, sur son objectif, qu'il va faire ceci, qu'il va faire cela. Et puis, c'est surprenant. Vous voyez des personnes qui annoncent des performances incroyables par rapport à leur niveau. Et ça vous confirme. Il est un des premiers à dénoncer le dopage dans des courses aussi emblématiques que la patrouille des glaciers. Enfant, il s'est senti lésé par un tricheur. Aujourd'hui, il déplore l'injustice que crée le dopage. C'est un rabat-joie, un casse-plaisir. Vous ne pouvez même plus vraiment vous réjouir de vos propres performances parce que vous ne connaissez pas le classement réel. Il y a des athlètes qui sont propres, d'autres qui ne le sont pas. La seule chose que vous pouvez savoir, c'est ce que vous faites vous-même. En tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je fais du sport quasiment tous les jours, dès que je peux. Mais tous les sports d'endurance, je ne regarde pas du tout, parce que j'y crois pas. Le spectacle, c'est bien sûr des classements objectifs, mais c'est surtout une croyance. La tricherie dans le sport remet en cause l'idéal d'une performance qui est liée à son mérite, et donc à son travail, ou à ses talents, ou à ses compétences. Et là, si on se dit, mais c'est une tricherie, un produit qui rend incomparables les athlètes, toute la valeur du spectacle s'effondre. Les pratiques pas toujours très honnêtes du monde sportif peuvent engendrer pas mal de dégâts. On est bien loin du fameux adage « l'important c'est de participer ». Les supporters, eux, sont bienveillants et sont prêts à pardonner les sportifs tricheurs à condition d'un mea culpa en règle. À l'opposé, il y a un milieu qui bénéficie de beaucoup moins d'empathie en cas de triche. C'est le monde de la finance. Dans cet univers, les règles sont souvent contournées. La limite entre honnêteté et triche est bien plus floue qu'ailleurs. Et lorsque les scandales éclatent, les tricheurs sont rarement pardonnés. Notre pays a toujours été une terre d'asile. À notre façon, dans les banques, on perpétue la tradition. Sauf que nos réfugiés à nous, on les choisit soigneusement. Chacun son business. Et le nôtre, c'est le secret bancaire. Une baguette magique qui fait apparaître dans nos coffres les milliards du monde entier. Et c'est parfaitement légal. Pour faire rentrer l'argent, on n'était jamais à court de solutions. On se prenait pour les rois du monde. Permettez-moi cette expression crue, mais planquer l'argent des étrangers dans nos banques suisses, eh bien, c'était notre activité principale, oui. François Rouge a été banquier privé à Genève et comme beaucoup de banquiers suisses, l'évasion fiscale, il connaît bien. C'est un formidable plateau juridique que la Suisse a offert pendant des décennies et qui permettait tout simplement de gérer l'argent de gens fortunés qui échappaient à leur fisc souvent vorace de leur pays d'origine. Et évidemment, il n'y a pas un seul banquier suisse qui ne sait pas que la fraude ou l'évasion fiscale dans le pays d'origine de son client était dans ce pays un crime ou un délit. Mais ça n'était pas en Suisse. Nous ne voulons plus de paradis fiscaux. Nous n'en voulons plus. En 2008, la France serre la vis. Elle est décidée à récupérer son argent. Mêlé à une affaire complexe d'association de malfaiteurs et de blanchiment, François Rouge passe plus de 8 mois dans la prison des Baumettes à Marseille. Je suis rentré en prison avec
une quinzaine de chefs d'inculpation, si ma mémoire est bonne, et puis je suis sorti avec une condamnation pour un seul chef d'inculpation, à savoir blanchiment de fraude fiscale, c'est-à-dire que j'avais géré la fortune d'un client français qui n'avait pas déclaré ses avoirs, et je lui ai permis aussi de recycler cette fortune offshore, au noir si vous préférez. Contourner les lois, frauder le fisc, est-ce que c'est de la tricherie ? La fraude fiscale, c'est de la tricherie, bien sûr. Et les gens qui le font sont des tricheurs, absolument. Et ceux qui aident alors, sont-ils aussi des tricheurs ? Pas du tout. Je déteste vraiment ce qualificatif, en tout cas à mon encontre, et je ne pense pas avoir triché. Est-ce que vous comprenez que pour certaines personnes, le fait d'aider activement des gens à faire de l'évasion fiscale ou à blanchir de l'argent, ça puisse être une forme de tricherie ? Je le comprends parfaitement. Si la tricherie, nous la réduisons à commettre un acte illégal, alors j'ai commis un acte illégal et j'ai donc été un tricheur en France. Cela dit, j'aurais de la peine à accepter qu'on me qualifie de tricheur. Pourquoi ? C'est pas, peut-être une question d'ego. Qu'est-ce qui vous motivait, vous ? Alors il y a un moteur très très noble, c'est le goût du travail, le goût de l'entreprise. Et puis, avouons-le, il y a un moteur moins noble qui est celui de la cupidité, parce que c'est très agréable de bien gagner sa vie. Madoff has admitted he never actually invested the money entrusted to him by more than 8,000 people and organizations. La cupidité, l'appât du gain, on le sait, pousse à tricher. Et des affaires de tricherie dans le monde de la finance, il y en a eu. Après Madoff, on se souvient de Jérôme Kerviel. Je faisais partie du système, j'ai fonctionné avec ce système, mais encore une fois, je prends ma part de responsabilité, je souhaiterais que les autres prennent la leur. Ce système, c'est pas moi qui l'ai mis en place, tout le monde en a profité et je ne veux pas être le seul à payer. For example, Jérôme Kerviel. Prenez par exemple Jérôme Kerviel. Il argumente souvent dans ses livres et ses interviews que c'est de la faute à la culture bancaire. Il utilise ça comme une excuse, que cette culture influence son comportement. Vous entendez ça aussi de la part des régulateurs et des politiciens, qu'il pourrait y avoir un problème culturel qui favoriserait ces comportements malhonnêtes dans l'industrie bancaire. Posons donc l'hypothèse que la culture bancaire pousse à tricher. Si cette hypothèse est vraie, que les normes définissant la culture de l'industrie bancaire favorisent des comportements malhonnêtes, alors on devrait constater que si on rend ces normes plus présentes, logiquement, ils devraient avoir un comportement plus malhonnête. C'est précisément ce que Michel Maréchal a testé dans une de ses recherches. On prend deux groupes de banquiers. On conditionne le premier en leur posant des questions sur leur vie privée. Dans l'autre groupe, on les questionne sur leur vie professionnelle. L'idée est d'activer les normes de la banque dans leur esprit. Après ce conditionnement, les candidats doivent jeter 10 fois une pièce sans surveillance. Ils reçoivent de l'argent quand ils annoncent le côté pile. Aucun des banquiers questionnés sur leur vie privée n'a triché. Par contre, dans l'autre groupe, les résultats sont clairs. Quand on leur rappelle leur environnement professionnel, en moyenne, ils trichent. 58% des coups étaient annoncés gagnants, ce qui est significativement plus que le hasard. Autre facteur qui peut aussi influencer la triche dans les milieux financiers, des transactions qui deviennent de plus en plus virtuelles. Des études prouvent que les gens trichent plus s'ils interagissent avec une machine plutôt qu'avec une personne. Comment l'expliquer ? C'est parce que ça nous permet de nous sentir moins malhonnêtes, de nous sentir honnêtes si personne n'est là pour le vérifier. Si on revient au domaine financier, il n'y a plus tellement de face-à-face personnel. Ce sont des échanges avec des concepts abstraits. Donc ce facteur peut aussi jouer un rôle. Fabricio Butera, vous me disiez qu'on vit dans une société toujours plus immatérielle et que ça aussi, ça peut pousser à la triche. Pourquoi ?
On peut faire le parallèle avec des phénomènes comme le fait de télécharger des biens piratés d'Internet. On n'a pas l'impression de toucher des biens, ils ne sont pas là, ils ne sont pas matériels. Et donc, le fait de tricher paraît moins grave. De manière générale, vous avez le sentiment qu'on vit dans une société qui nous pousse à la triche? Malheureusement, la réponse est oui. Notre société et les sociétés des pays capitalistes sont centrées sur un ensemble de valeurs qu'on appelle généralement les valeurs de promotion de soi. Or, ces valeurs néolibérales amènent à l'acceptation de la triche et même à des comportements de triche. Du coup, si on changeait ces valeurs que vous appelez néolibérales dans la société, est-ce qu'on obtiendrait une société avec moins de tricheurs, avec plus d'honnêtes gens? On pourrait imaginer de promouvoir des autres valeurs qui finalement existent déjà au niveau de la société, des valeurs basées sur la coopération, des valeurs basées sur l'universalisme, des valeurs basées sur le respect d'autrui. Et c'est des valeurs qui sont relativement faciles à enseigner à l'école, à promouvoir au travail, à promouvoir dans différents lieux de la société. Et d'ailleurs, avec ma collègue Caroline Pulfrey, nous avons fait une étude dans laquelle nous avons découvert que ces valeurs de coopération, d'universalisme, sont effectivement liées à une baisse de la triche. Donc on l'observe aussi dans des études scientifiques. En fait, dans ce cas de figure, il n'y aurait plus besoin de tricher pour exister. Non, parce que si on considère qu'on est tous interdépendants, eh bien, on n'a plus besoin de tricher. La triche est toujours une forme de compétition. On s'accapare des ressources au détriment d'autrui. Mais si on est tous sur le même bateau, on n'a plus besoin de faire ça. Remplacer les valeurs néolibérales dont nous parle Fabrizio Butera par des valeurs plus coopératives. Un changement de société plutôt radical qui mérite réflexion. En attendant, figurez-vous qu'il est possible d'agir directement sur les individus pour les rendre plus honnêtes. Des chercheurs en psychologie sociale ont mené différentes études pour savoir s'il y avait moyen de faire baisser la triche dans une population donnée. Et vous allez voir, les résultats sont étonnants. Le simple fait de réactiver les valeurs morales qui sommeillent en nous peut nous forcer, mine de rien, à être honnêtes. Dans notre vie quotidienne, on ne s'en rend pas toujours compte, mais les occasions de tricher ne manquent pas. En remplissant un formulaire d'assurance ou sa déclaration d'impôt, notre paperasserie administrative est truffée d'occasions. À Londres, une équipe de chercheurs s'intéresse aux solutions pour freiner la triche dans ces actes du quotidien. Pour y parvenir, ils se sont intéressés à ce qui favorise la triche. Les gens sont plus susceptibles de tricher s'ils voient que tous les autres le font autour d'eux. Et donc, il y a effectivement une solution là-dedans aussi. C'est pas seulement un problème. Si on arrive à montrer aux gens qu'ils sont vraiment dans la minorité qui triche, ou qu'il y a presque personne d'autre qui triche, ça permet d'éliminer ou en tout cas diminuer le pourcentage de personnes qui trichent. En matière d'impôts, une minorité de personnes ne payent pas, ce qui engendre malgré tout de grosses pertes. En les rendant conscientes qu'elles font partie de la minorité, on peut donc les pousser à s'acquitter de leurs dettes, et ceci en rajoutant simplement une phrase dans la lettre de rappel. À la base, on avait différentes phrases possibles. Donc la première, c'était juste de dire aux gens 9 personnes sur 10 payent leurs impôts à temps. Donc là, on fait référence à la norme nationale. Ensuite, on a testé aussi une variante où on a dit 9 personnes sur 10 dans votre région et avec une dette comme la vôtre. Donc là, on a fait une double identification. Quelque part, on dit non seulement c'est des gens comme vous parce qu'ils habitent au même endroit, mais aussi c'est des gens comme vous parce qu'ils ont aussi accumulé des dettes similaires. Et là, on trouve qu'effectivement, ça, c'est la formulation qui marche le mieux. Une petite phrase presque anodine peut avoir beaucoup d'effets. Absolument, et elle le change surtout une fois qu'on le met à l'échelle. Donc c'est pas très intéressant si on le fait sur 5 personnes, mais quand on parle des populations de plusieurs millions, effectivement ça commence à s'accumuler. Donc dans l'exemple, si on utilisait cette lettre, cette formulation dans
toute Grande-Bretagne, on arrive à faire avancer plus de 200 millions de livres britanniques. Une autre façon de tricher, c'est de ne pas tout dire dans un formulaire. Et là aussi, il existe des moyens de rendre les gens honnêtes. Les gens, ils sont plus susceptibles de tricher s'ils peuvent quelque part le faire sans agir. Et là, il semble que c'est lié quelque part à la degré de culpabilité qu'ils ressentent eux-mêmes, mais aussi la façon dont ils sont perçus par les autres. Et donc, en termes d'application dans le domaine des services publics, c'est de nouveau, on a envoyé des lettres aux contribuables qui avaient des retards en termes de paiement d'impôts, et on a ajouté une ligne assez simple où on a dit aux gens, auparavant, nous avons traité votre manque de réponse comme un oubli. Voilà. Maintenant, si vous n'appelez pas ce numéro, nous traiterons cela comme un choix délibéré. Cette formulation a permis de doubler le nombre de personnes qui paient leurs impôts. Une méthode douce qui porte ses fruits. Ça peut paraître parfois, quand on y pense, ça peut paraître un peu fou, presque. Comment est-ce que ces petits changements peuvent avoir un tel effet? Et je pense que c'est justement là le pouvoir de cette approche comportementale, qu'il n'y a pas forcément toujours besoin des hauts degrés de punitivité ou de punition. Retour en Suisse, où cette approche comportementale est aussi utilisée pour réduire la triche. Une triche dans un domaine qui est pourtant l'emblème de l'honnêteté helvétique, les caissettes à journaux. Qui dit caissette ouverte et accessible à tous, dit évidemment une tentation de prendre le journal sans forcément mettre l'argent qui correspond au montant du journal. Une réalité qui ne date pas d'hier. La TSR de l'époque s'était déjà intéressée à la question et on constate que finalement, les manières de tricher n'ont pas beaucoup changé. Il y a d'abord le vol simple. On embarque le journal, sans autre, et on s'en va. On paye insuffisamment, on donne un sou, on donne 20 centimes, on donne des boutons de culotte, on donne des pièces françaises, des pièces espagnoles, et on s'en va. Deuxième sorte de vol. On s'installe quasiment à côté de la boîte, on lit le journal, on lit les cinémas, par exemple le Memento. On l'a lu, on a pris connaissance de l'information qui vous intéresse, on remet le journal, plus ou moins bien plié, et on s'en va. Aujourd'hui encore, la tricherie reste d'actualité. Même parmi nos volontaires, qui n'étaient pourtant pas de grands tricheurs. Ça vous est déjà arrivé de prendre le journal sans le payer? Sans le payer, non, mais j'ai mis moins. Ce qui est chiant, c'est quand on n'a pas la monnaie. Donc du coup, on est là, on veut quand même le journal. Ça m'arrive une ou deux fois de mettre moins. mais je me sentais très mal, je regardais autour partout. On se dit qu'on mettra un peu plus la suivante. Une certaine partie de nos lecteurs ne payent pas le journal. Et puis, le constat est fait depuis des années, c'est pas nouveau non plus. Et on a cherché, évidemment, à trouver des mesures pour faire passer un message par rapport à ces personnes-là. On l'empoigne parce qu'on a des fois affaire à des récidivistes. Il est remis entre les mains de la gendarmerie et la plainte suit, il va au tribunal et là, à ce moment, ça devient très cher. Une méthode pour le moins radicale. Aujourd'hui, les caissettes sont toujours surveillées, mais on cherche d'autres solutions. Parce que même tricheur, le voleur reste avant tout un lecteur. On s'est dit comment faire autrement pour sensibiliser les lecteurs et on a valorisé les métiers en fait qui font que le journal est là chaque dimanche et on voulait absolument que ce soit un message sympathique, non menaçant et non culpabilisant. Une campagne de publicité qui valorise 6 métiers, du photographe au livreur en passant par une apprentie rotativiste. Elle met en scène de vrais collaborateurs du journal dans une caissette. Il y avait 2 niveaux d'information, c'était de dire on se plie en 4 pour être présent chaque dimanche ici, en mettant vraiment les vrais collaborateurs du journal. Et puis le deuxième message qui disait n'oubliez pas de payer votre journal. Donc avec ce concept, on a trouvé qu'on répondait aux objectifs. Et depuis maintenant 9 mois qu'elle est en circulation, on constate une légère amélioration de ce taux de vol, donc une baisse bien évidemment. En début d'émission, vous avez entendu le témoignage de l'ancien professeur hollandais Diederik Stapel. Retour sur une des plus grosses fraudes du monde académique. Rappelez-vous.
Je veux faire partie des meilleurs chercheurs du monde. Je commence à avoir du succès. Quelquefois, ça devient plus dur. Donc, je commence à avoir moins de succès. Je veux avoir raison. Je deviens impatient, je suis fâché contre moi-même parce que comment ça se fait que ça ne marche plus? Et je change les données. Un jour, un de ses collègues lui demande si ce qu'on dit de lui est vrai. Il aurait falsifié et inventé ses recherches. Il commence par nier, mais finalement, il est contraint d'avouer. C'était particulièrement facile d'avouer parce que ma femme, à qui j'ai dû dire, m'a fait comprendre que c'était la seule façon d'avoir un nouveau départ dans ma vie. Et pour elle, c'était la condition pour continuer avec moi. À ce moment-là, vous aviez vraiment évalué toutes les conséquences que ça aurait dans votre vie? Je savais, quand j'ai avoué, que c'était une raison pour qu'il me vire immédiatement. Bien sûr, je n'avais pas anticipé l'ampleur du déchaînement médiatique, que ça durerait à ce point, et que les gens, pendant si longtemps, seraient autant fâchés contre moi. Je ne pensais pas que ça durerait des années. Bien sûr, je savais que ça serait impossible d'avoir un travail en tant que chercheur. Bien sûr que non. Mais je ne pensais pas que ça rendrait impossible de trouver tout travail, que personne ne voudrait plus travailler avec moi. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Quels étaient vos sentiments envers vous-même? Je me haïssais et je devenais de plus en plus conscient de ce que j'avais fait et des conséquences pour moi, mais bien sûr aussi pour ma famille, mes collègues et mes étudiants qui ont été blessés par ça, à qui j'avais fait du mal. J'ai dû gérer cette peine et ça m'a rendu triste et déprimé. Je me sentais de plus en plus coupable, je pense. Et de plus en plus conscient de l'importance de la science. Pour énormément de gens, la science est aussi importante que l'Église l'a été. Et je n'avais jamais réalisé que la science était tellement importante et tellement puissante dans notre société. C'est pour ça que les gens étaient tellement fâchés contre moi. J'étais quelqu'un qui ne prend pas la science au sérieux et qui fait beaucoup de dégâts. Alors justement, comment vous expliquez aujourd'hui que vous ayez inventé des recherches entières au détriment de la science? Cela réside pour moi dans mon désir de réponses simples et pratiques à des questions complexes. Bien sûr, c'est aussi à cause de ma personnalité, mon besoin d'applaudissements, d'être aimé. C'est aussi à cause de mon esprit nihiliste et dépressif. C'est aussi la manière dont j'ai été élevé, le pays et mon environnement. Mais pour moi, la plus simple, la meilleure, la plus belle réponse, c'est que j'avais un fort désir de bons et beaux résultats. Aujourd'hui, vous vous sentez coupable? Je me sens coupable, oui. Mais je suis coupable. J'ai vraiment conscience d'être coupable. Et je suis responsable. Peut-être que c'était la météo, la pression de publier. Les explications ne veulent pas dire que ça enlève ma culpabilité, ma responsabilité. Je l'ai fait et je dois prendre mes responsabilités et vivre avec. Vous vous considérez comme quelqu'un d'honnête? Oui, je le crois. Je pense que je suis très honnête. Bien sûr, je dois l'être.
Parce que ça fait partie de ma destinée maintenant. Parce que je suis la personne qui doit être honnête. Quand on me demande quelque chose, j'ai plutôt intérêt à être honnête, parce que tout le monde pense que je mens. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission consacrée à la triche. Merci de l'avoir suivie. Si vous avez manqué le début ou si vous voulez la revoir, elle est en tout temps disponible sur notre page Play RTS. Vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à toute l'équipe de Dans la tête de pour vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.